une blessure dont on guérit difficilement dans sa vie. Et on voit des articles de femmes qui, à 90 ans, cherchent encore la reconnaissance de l'État pour leur bébé mort-né et tout ça. Mais moi, à ce moment-là, je le vis mal, et puis je passe à autre chose. Parce que bah, il faut se relancer, parce que j'ai décidé que ce bébé perdu ne serait pas notre dernière rencontre avec la parentalité. Bienvenue sur cet épisode de Wounded Woman, le podcast, qui est notre outil pour être en lien les unes avec les autres, en lien avec nos soignants aussi, parler de résilience et pouvoir mieux vivre notre convalescence, en tout cas nos accidents de vie. Je suis votre hôte Audrey, je suis la fondatrice de Wounded Woman, qui est le partenaire des femmes justement dans leur convalescence avec leurs cicatrices, grâce à notre lingerie spécialisée post-opératoire, postpartum et qui prend soin de la peau. Notre travail sur le parcours patient pour être justement mieux prise en charge, surtout dans la maternité où il y a tellement peu de choses. Et puis bien sûr, l'hôte de ce podcast qui est totalement bénévole et que je fais sur mon temps libre que je n'ai pas pour permettre aux femmes de prendre la parole. Et aujourd'hui, on reçoit Célina, je suis très heureuse de la recevoir. C'est un début de discussion comme des copines et puis après on va rentrer un peu dans le vif du sujet et évidemment parler de choses plus complexes. Célina, c'est une femme de bientôt 36 ans qui a 3 enfants, 2 jumeaux de 6 ans et demi, une fille de 2 ans et demi. C'est la fondatrice de la tribu Café Couche, donc qui est une super entreprise qui permet de soulager la charge mentale des parents en transformant leur quotidien en occasion de se marrer, comme elle le dit, et elle est d'utilité publique. Aujourd'hui, on va parler de ses cicatrices, de son accident domestique, de la perte d'un de ses bébés, et puis aussi de son parcours PMA, de la jumelléité, de l'entrepreneuriat, bref, de résilience. Je remercie Célina pour sa confiance et son amitié. Et vraiment, je vous invite à écouter cet épisode qui est une bouffée d'air frais et de force. Je vous laisse avec Célina et vous souhaite un très bel épisode. Bienvenue Célina sur le podcast. Salut Audrey, merci de m'accueillir. Je suis hyper contente de te recevoir. Je dis toujours ça, mais parce que c'est honnêtement vrai à chaque fois pour des raisons différentes. Parce que tu es une super rencontre. D'ailleurs, je remercie Lucille, qui est l'épisode qui est sorti aujourd'hui. Donc aujourd'hui, 22 mars, c'est son épisode qui est sorti aujourd'hui. Et je la remercie parce que c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés, même si finalement on a des gens en commun. Donc merci à Lucille Watrin. Et ouais, tu es une super personne et tu as une expérience et une histoire très résiliente, n'est-ce pas? Et tu es quelqu'un d'hyper positif et voilà, une super nana. Et je suis super contente que tu aies accepté de partager ton expérience sur le podcast. Peut-être la cicatrice qui illustre le mieux ma façon de vivre mes cicatrices, c'est celle sur mon front. C'est celle qui m'est arrivée le jour où je me suis pris ma cuisine et toute ma vaisselle de mariage sur la tête. Ouais, et je crois que c'était un déclencheur aussi pour toi, enfin, dans justement ta résilience, ta façon de s'occuper de toi et de prendre du recul et ta manière de gérer les choses. Tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé et en fait le déclencheur aussi que ça a eu chez toi en fait, cet accident? Parce que juste, Oui, là bon, on a un ton léger, mais enfin, ça aurait pu être dramatique en fait. oui. Un week-end, je décide que j'ai trop de boulot, qu'il faut que je reste en ville pendant que mon mari part avec les enfants à la campagne pour travailler un peu et avancer à mort, drôle d'expression. Et donc, je passe une super journée. J'avance, je carbure à fond, je suis trop contente. Le soir, je vais pour me faire une petite tisane. Et j'ai à l'époque un meuble de cuisine accroché au mur, un meuble haut qui se soulève, il y a une poignée et puis on tire dessus et ça monte vers le haut. Enfin, je sais pas si c'est très explicite, si les Si, gens si, voient si. Mmh. de quoi je parle. Et donc, j'ouvre ce meuble, je remonte la poignée, je prends une tasse et au moment où je prends ma tasse, ce meuble qui fait, je crois que c'est 120 centimètres sur 80 de hauteur ou sur 60 de hauteur, je sais plus, l'un ou l'autre, qui est rempli d'étagères en verre et de vraiment toute la vaisselle pour 12 personnes. Donc, c'est-à-dire des assiettes, des bols, des petites assiettes, des verres, des tasses, des cubes de champagne, enfin vraiment tout me tombe sur la tête en une fraction de seconde et le meuble en soi, le cadre en bois, me tombe sur la tête avec la porte en verre. Et donc, j'ai un énorme trou dans mon front de
plus tard, j'apprendrai, je crois que c'est 17 points de suture ou un truc comme ça, je me rappelle plus très bien. J'ai un énorme trou sur le fond. J'ai du verre absolument partout sur moi. Je pisse le sang. C'est le cas de le dire. Enfin, c'est au niveau, c'est un peu au-dessus de l'arcade sourcilière. Donc c'est un endroit qui saigne beaucoup. Et puis j'ai mes lunettes. Et heureusement que j'ai mes lunettes, parce qu'en fait, mes lunettes, je vais découvrir un peu après qu'elles sont, enfin, qu'elles sont marquées par le verre. Et donc en fait, elles ont Ah, protégé mes yeux. ah oui, oui, les éclats de verre. Ouais. Ah ouais, Donc purée. les lunettes, c'est pas toujours sexy, mais au quotidien, c'est une protection contre les meufs qui vous tombent sur la tête. Non, mais on aurait pu penser, tu vois, qu'au contraire, le verre aurait éclaté, le verre de la lunette, et que ça aurait été pire, mais finalement, ça t'a protégé, quoi. Ouais, non, bah c'est pas tombé dans ce sens-là. Enfin, je sais pas très bien. Mais donc ça, moi, mes lunettes m'ont protégé l'œil. Et en fait, en un quart de seconde, je me retrouve avec le meuble à terre, toute la vaisselle autour de moi, du sang partout, pieds nus dans mes chaussons, genre sur la pointe des pieds. Tu sais, puis du coup, sous mon pied, s'était glissé des bouts de verre. Donc, me disant, là, je ne peux pas poser mes pieds. Mon téléphone, bien sûr, à l'autre bout de la pièce. Enfin, bref. Et donc, je suis sortie de chez moi pour aller voir les voisins pour solliciter de l'aide. Attends, mais comment t'as fait? Parce que ça, je sais que ça m'avait marqué, c'est quand tu m'avais raconté la première fois. Comment t'as fait pour ne pas marcher dans le verre et ne pas te couper? Comment t'as réussi? Parce qu'on t'imagine au milieu d'une mare de verre, finalement. Comment t'as réussi à sortir de ta cuisine sans t'en mettre partout? Je pense que c'est la fameuse adrénaline qu'on voit dans les films de Tom Cruise, tu vois, où tout à coup il soulève une bagnole. Bon, moi j'ai que marché, mais il y a cette adrénaline qui reprend. Je dirais qu'en tant que mère, on connaît aussi ce syndrome de l'hypervigilance, et que c'est comme si à ce moment-là, tu as toute ton hypervigilance, toute ton alerte qui s'active. Et puis moi, je fonctionne comme ça. Il y a un drame qui arrive, paf, tout d'un coup, je passe en mode, ok, c'est ça qu'il faut faire, tac, tac, tac. Donc là, je me dis, OK, je pisse du sang, je ne connais pas l'étendue du dégât. Ouais, parce que tu t'es pas vu. Tu sais que t'es blessé, mais tu t'es pas vu. Ouais, ouais, bien sûr. Manifestement, il y a danger. Mon téléphone est trop loin de moi. Je ne peux pas appeler les secours. Et de toute façon, je me dis aussi, faut pas que j'appelle les secours moi, parce que si je tombe dans les pommes, Ouais. en fait, mon adresse n'est pas facile à trouver. Les pompiers, je ne sais pas s'ils ont le bip du portail. Ils pourront jamais venir me chercher. Et mes voisins, puisqu'on a un logement un peu particulier, un logement de fonction, j'ai très peu de voisins et mes voisins, ils pourront pas deviner qu'il m'est arrivé quelque chose. Et mon mari ne rentre que genre dans 2 jours, donc c'est pas voilà. Donc bref, donc en fait, je vais, réussir à m'extirper, de ma cuisine, prendre la porte d'entrée, puis marcher jusqu'à, chez mes voisins où je sonne à un premier voisin et puis il y a personne, puis tu sens genre une traînée de sang qui me suit. J'arrive à l'autre voisine, finalement qui elle m'ouvre, elle est là, et en fait je suis, enfin vraiment comme dans un film d'horreur, tu sais, ces maquillages d'Halloween où j'ai un décolleté, puis j'ai du sang qui coule dans le décolleté. Enfin bref, c'est assez abominable. Hem Ouais, puis la tête, ça saigne beaucoup en plus. La tête, ça saigne beaucoup et les voisins, en fait, la voisine qui est là va appeler les pompiers, mais elle est aussi en train de s'occuper de sa maman, donc elle est peu dispo, mais elle appelle, les pompiers pour qu'ils me prennent en charge. Les pompiers, mettent un peu de temps à arriver. Entre-temps, les autres voisins arrivent, m'allongent par terre, me déshabillent, me nettoient. On retrouve des énormes morceaux de verre. Mais quand je dis énormes morceaux de verre, c'est des morceaux de verre, genre de verre en cristal, plus des flûtes de champagne qui font, je sais pas, 15 centimètres de longueur, qui sont dans mon décolleté. Ah ouais, ouais, ouais. Oh la vache. Et alors, du coup, je suis en logement fonction, donc mes voisins, c'est les collègues de mon mari. Donc c'est un peu particulier d'avoir, ton Ouais. décolleté nettoyé par le collègue de ton mari ou par sa chérie, tu vois? Mais bon, à ce moment-là, je suis pas tout à fait en état. Heu, mais je suis quand même alerte, je tombe pas dans les pommes. Et puis les voisins, super, des 2 côtés, ils vont venir prendre le relais. Ils rentrent dans la cuisine, ils sont un peu choqués, ils vont nettoyer pour que je puisse circuler, puis après je vais retourner chez moi, m'allonger, me changer, en attendant que les pompiers arrivent. Et donc je vais attendre après aux urgences. Les pompiers m'amènent aux urgences. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y a 2 façons d'entrer aux urgences, les façons urgence normale et urgence pompiers. Ouais. Et moi je passe par l'urgence pompiers et j'attends, je crois,
genre 8 heures ou 9 heures, What? avant d'être prise en charge, Avec un trou dans la tête? hem, Parce que tu continues de saigner et avec ils t'ont quand même mis quelque alors chose, je j'imagine. continue pas de saigner parce qu'en fait, du coup, je mets la tête en alors c'est marrant parce qu'une des voisines me dit: «Ah bah ça va, tu saignes plus». En fait, j'avais mis la tête dans le sens où genre ça pouvait plus saigner. Donc dès que je repenche la tête en avant, là, ça se remet à saigner. Non, mais finalement, les pompiers me font quand même un bandage, donc c'est enfin, je me vide pas de mon sang. Hem Et j'arrive aux urgences et donc j'attends, puis au bout de, je sais plus, 5 heures ou un truc comme ça, je vais voir, je dis: «En fait, je vois bien qu'il y a plein de gens, qui ont plus besoin que moi, hein, il y a pas de sujet, mais du coup, est-ce que vous savez à peu près?» Enfin, c'est la question con parce qu'on sait qu'ils savent pas et que c'est pas de leur faute Ouais. et le gars me dit: «Bah non, je sais pas, vous êtes dans les priorités», et il me dit cette phrase, il me dit: «Parce qu'en plus, au bout de genre, 7 heures, en fait, ça nécrose». Et du coup, après, c'est l'enfer pour vous parce que genre ça vous marquera à vie. Et moi, je dis: «Ah, moi, je suis là depuis genre 5h30. Les pompiers sont venus, m'ont pris en charge et tout ça, genre une demi-heure avant. Ils ont mis 1 heure à venir ou une co» enfin voilà, Ouais. parce que la voisine n'avait pas été dramatique avec les pompiers au téléphone, donc ils sont pas venus tout de suite. Hem et en fait, je commence à dire: «Ah, du coup, je suis déjà en train de nécroser? OK». OK. Bah, du coup, si je pouvais juste vous dire vers quelle heure je pense que j'ai eu mon accident, peut-être que ça me fait un peu remonter dans la liste. Et voilà. Et donc finalement, bon, ça change, enfin, j'en sais rien si ça change ou pas quelque chose. Je suis prise en charge. Heu, le le la médecin, ou l'interne qui s'occupe de moi, commence à me nettoyer, à me recoudre. Heu, Moi, je perds un peu les pédales, mais à la limite, c'est un peu normal. Donc voilà, elle me finit par mettre un gaz, hilarant pour que je me calme. Oui, parce que tu perds les pédales parce que tu pas forcément parce que tu as mal, mais parce que tu es prise en charge, donc tu lâches Bah, puis la je suis ouais. épuisée, ouais, ouais, Mmh. je suis à plus de 8 heures de l'accident. J'ai pas pleuré encore. J'ai pas, hem, alors j'ai les réactions spontanées des gens autour de moi parce que du coup, j'appelle mes parents quand je suis chez les voisins, donc mes parents viennent et ça. Puis la réaction spontanée, c'est: «Oh là là, heureusement que tes gamins sont pas là», Mmh. et du coup, c'est un peu à ce moment-là que ça commence à me dire: «Ah oui, heureusement que mes gamins sont pas là». Ma fille, elle a, à l'époque, elle a 1 an, Mmh. donc je me dis: «Ah oui, heureusement que mes gamins sont pas là». Et donc il y a un peu toute cette adrénaline, en fait, qui retombe. Donc voilà, donc je tremble, je deviens incontrôlable et donc le gaz va me calmer. L'interne qui s'occupe de moi va me recoudre et faire ça, très, très bien. Mmh. Mais bien sûr, sur le coup, j'en sais rien, en fait, hein. Et puis je rappelle mon père, vers, je sais plus, genre 4 heures du mat en lui disant: «Bah, salut, c'est bon, je suis recousue, tu peux venir me chercher, s'il te plaît?» Ah ouais. Merci Et papa. ouais, merci papa. Et je vais pas dormir chez moi parce que je me sens pas capable de me retrouver seule et que j'ai un peu peur, de si jamais, en fait, je me suis pas rendu compte, mais c'est pas que le front qui a été touché et la tête aussi et Mmh. donc bref, je préfère pas être toute seule. Donc je dors chez mes parents, puis je retourne, à la maison le lendemain. Heu, voilà. Et en fait, je m'arrête. Donc à l'époque, j'étais dans un programme d'incubation où il y avait une subvention à la clé. Et il fallait faire genre toutes les réunions et toutes les visios et rendre tous les devoirs pour être sûr d'avoir la subvention. Et en fait, l'accident donc arrive le samedi soir. Le dimanche, je vais dormir beaucoup, ce qui est assez classique dans les accidents. Hem et et puis le lundi, en fait, je tout le monde reprend, sa vie, hein, mes enfants retournent à l'école et cetera. Et moi, je vais dormir, je crois, le matin. Je vais écrire à l'équipe, d'incubation en disant: «En fait, au fait, je suis pas méga bien». Donc voilà. Et puis finalement, je crois que le lundi après-midi, je reprends le boulot. Le mardi matin, je redors et le mardi après-midi, je reprends le boulot puis voilà, comme presque comme si de rien n'était. Heu, voilà. Et en fait, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a 1 an et demi. Et qu'en fait, j'ai quasiment oublié. Alors pendant quelques mois, je vais trembler à chaque fois que j'entends, des verres s'entrechoquer, des tasses, s'entrechoquer, des choses comme ça. Mais que j'ai quasiment oublié, sauf quand les gens me demandent: «Oh, au fait, tu quoi sur la tête?» Mmh. Voilà, parce que
moi, ma façon d'être résiliente, c'est de vivre pleinement l'émotion quand elle arrive, et puis après de passer à autre chose, quoi. Oui, c'est-à-dire que on pourrait penser que tu prends sur toi comme une sorte de déni de ce qui se passe et donc de pas t'écouter. En fait, si tu t'écoutes, tu vis ce que tu as à vivre et puis après on passe à autre chose. Et est-ce que, parce qu'on Ouais, va parler... en Ouais, fait, vas-y, vas-y. ouais, je m'accorde du temps à la hauteur de ce que moi je pense avoir besoin de temps, selon la forme où moi je pense avoir besoin, ce qui est très différent de oh, il faut absolument t'arrêter une semaine Mm. ou oh là là, il faut reprendre le boulot et rester dans l'action. En fait, il y a que moi qui sais. Et à ce moment-là, le lundi matin, j'ai besoin de me reposer, mais le lundi après-midi, j'ai besoin de bosser parce que ça me fait du bien, parce que j'ai pas envie de prendre du retard. Le mardi matin, j'ai envie de me reposer et je m'accorde cette liberté qui est plus facile parce que je suis à mon compte, mais qui est aussi plus compliquée parce qu'en fait, j'ai des impératifs, où j'ai pas de collègues qui vont prendre le relais, quoi. Hem, donc donc je m'accorde de le faire à mon compte et je le vis pleinement. Je fais pas un déni, mais en même temps, je m'apitoie pas sur mon sort non plus, quoi. C'est une sorte, Oui, oui, de non, bien sûr. ligne entre les 2, quoi. Non, mais je te dis ça parce que des fois, on voit des gens justement qui ont cette attitude-là. Parle d'un point de vue extérieur, hein. Et on se Ouais. dit, ah, il est hyper, ouais, elle est hyper forte. Euh, alors qu'en fait, la personne, quelque part, fuit, en fait, fuit la situation pour Mmh, retourner dans sa vie. Et on l'a tous fait un moment dans notre vie en mmh, fonction de ce qui nous arrive. Là, toi, ce que tu dis, c'est que d'extérieur, ça peut donner cette impression, alors qu'en fait, toi, tu t'es donné le temps dont tu avais besoin et tu t'es adapté à ton besoin. Et franchement, je pense que c'est juste parfait, quoi. C'est ce qu'il faut, mmh. il faut réussir à le faire pour soi. Je pense que c'est assez difficile, mais il faut le faire. Avant qu'on parle de tes autres cicatrices plus émotionnelles qui ont lieu avant, est-ce que tu penses que cet accident-là, il a eu un impact sur justement ta manière de voir tout ce qui t'est arrivé avant ou dans ton quotidien? Est-ce qu'il y a eu une suite de cet accident, sachant que tu dis que tu n'y penses plus, mais est-ce que quand même ça a eu un impact dans ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui ça te fait voir des choses différemment? Je sais pas. Le, aujourd'hui, j'y pense plus, mais j'ai quand même des trous dans mon mur, genre physiquement. Je les vois plus, mais en fait, ils sont quand même là physiquement tous les jours. J'ai quand même des traits sur, ma tête, qui fait que quand je fais des photos, je me dis: «Ah tiens, c'est vrai, j'ai ça sur la tête». J'ai des gens qui me posent la question, ou des gens qui me vont: «Oh là là, quand même, c'est bien, ça se voit pas trop, ça doit pas trop, miner ton moral» ou un truc comme ça. Je «Ah, miner mon moral? Ah non!» J'avais pas pensé à ça. Mais en fait, la relecture, surtout a posteriori que j'en fais, c'est que donc quand je suis re-rentrée à la maison le lendemain de l'accident, j'ai vu dans, mon plan de travail, donc qui était en dessous du meuble, j'ai vu un énorme trou, mais un énorme trou, de qui avait été marqué par l'angle du meuble et en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, en fait, hier, j'ai failli mourir» Bah ouais. ou avant-hier, tu vois? Mais du coup, pour moi, il y a 2 options, il y a 2 chemins quand tu vis un truc comme ça. Il y a le chemin où tu te dis: «Oh, et si il s'était passé ça?» Mm. et en fait, tu peux vite tomber, pour moi, dans le pathos, à t'apitoyer, à te rappeler, enfin, à craindre, en fait, Oui, c'est dans chaque la peur. mouvement puisque ouais, parce qu'en fait, j'allais pour me faire une tisane, quoi. C'était Mm. pas le truc le plus exotique du monde, donc tu peux craindre de te faire une tisane parce qu'en fait, une tisane peut te tuer. Non, mais Je c'est ça, en fait, je trouve qui est hyper. Ouais, c'est ça, c'est que des gestes du ou quotidien peuvent te devenir effrayants et t'as peur de ton ombre, quoi. ouais, voilà, ou tu peux dire: «OK, OK, il m'est arrivé ça fait partie de mon histoire, ça va avoir forcément des conséquences que je maîtrise pas pour l'instant, hem, mais bon, c'est qu'une page dans genre, l'encyclopédie de ma vie, quoi. Enfin, des trucs, j'en ai vécu, je vais en vivre d'autres et donc c'est qu'une page. Une page qui va me marquer quand même, sur le restant enfin, pour le restant des jours sur mon visage, jusqu'à ce que je sois vraiment trop vieille et que j'ai des rides du coup qui cachent tout. J'ai envie de mourir de rire parce que je te vois éternuer. Ouais, j'ai coupé le son quand même pour les oreilles de nos auditeurs et nos auditrices. Non, mais en fait, c'est vrai que ça paraît anodin comme ça, bon, un accident domestique, mais en fait, comme tout accident domestique, il aurait pu être dramatique.
Et c'est intéressant Vérifiez de... vos meubles de cuisine. Non, mais en plus, tu sais, quand on en a parlé, je t'ai dit, moi j'ai un ancien collègue où il est heureusement qu'il était là, sa femme donnait à manger à son fils, donc dans la chaise haute, et au moment où il passe, le meuble se décroche tout seul, là pour le coup, sans ouverture de porte, le Ouais. meuble s'est décroché. Et donc c'est lui, c'est tombé sur lui, donc il l'a en fait quelque part absorbé, le temps que sa femme et son fils évacuent l'endroit, et il s'est glissé, et comme toi, tout est tombé sur le plan de travail, ou sur la table, je sais pas quoi. Donc c'est une histoire que j'avais déjà entendue, donc enfin, c'est pas un truc méga ultra rare, ça arrive. Et ensuite, ce que je veux dire, c'est comme sur le podcast, on parle, tu sais, de maladie, on parle de césar d'urgence, mais dans tous les cas, tous les points communs qu'on a toutes, c'est que ces cicatrices signifient qu'on est toujours en vie. Et donc cet accident domestique, il est pas anodin du tout, comme tu dis, dans après ta façon de vivre. Et voilà, après toi, tu as choisi de le vivre comme ça. Mais voilà, je pense que c'est bien de pas minimiser, en fait. Tu vois, c'est pas juste Ouais, je me suis pris un meuble et ça va, quoi. Tu vois? ouais. Non, en Euh, fait, c'est pas minimiser, mais c'est pas dramatiser non plus. Oui, oui, C'est oui, oui, cet oui, équilibre entre les bien 2 sûr. qui est de dire, bah, en fait, j'ai vécu ça. Genre ça a vraiment existé. D'ailleurs, si on bah, ça, on peut faire le lien avec la fausse couche. En fait, le jour où j'ai su par un test, que j'étais en train de faire une fausse couche, j'ai prévenu ma gynéco qui m'a envoyé un message qui m'a marqué et qui me marquera probablement toute ma vie. Elle m'a dit, «OK, je suis désolée, heu, vu les taux que vous aviez, votre grossesse a vraiment existé. C'est vraiment une fausse couche». Enfin, genre elle m'a dit: «En fait, ce que vous vivez existe». Elle m'a permis d'exister à cette douleur et je pense que ça, c'est hyper important, c'est de permettre à la douleur de s'exprimer. Et à mon sens, plus on lui permet de s'exprimer tôt au moment des faits, plus ensuite on peut la contenir et lui laisser la place qui doit lui appartenir, mais pas plus. Il faut accepter de laisser la place aux événements qui nous arrivent, parce que c'est comme ça qu'on guérit, parce que c'est comme ça qu'on prend conscience, qu'on avance et cetera. Mais à mon sens, il faut pas non plus laisser plus de place que ce qui est dû à chaque événement et c'est là où c'est très difficile parce qu'en fait, il y a pas de guide et d'échelle qui disent, «Tiens, un meuble sur ta gueule, c'est tant de jours, une fausse couche, c'est tant de jours, un parcours de PMA, c'est tant de jours» et cetera. Donc voilà. Donc Euh, moi, c'est comme ça que je me construis dans mon parcours de résilience, quoi. Non, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que justement, puisque tu as commencé à en parler, pour qu'on comprenne aussi ce que tu voulais expliquer par ce coup de fil de ta gynéco, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de warrior? Parce que vraiment, les parcours de PMA, c'est vraiment des parcours de warrior. Et de cette fausse couche, de ce bébé que tu as perdu. Du coup, est-ce que tu veux bien aussi nous parler de cette histoire et comment à l'époque tu l'as vécu, du coup? Parcours de PMA, un parcours c'est un parcours d'humilité, de fragilité, de douleur. Ce qui d'ailleurs, je voudrais quand même le dire, n'est pas forcément un sentiment partagé par toutes les personnes en PMA. J'ai des amis qui sont passés par parcours de PMA qui n'ont pas vécu les choses de manière aussi douloureuse que moi, avec parfois des parcours de PMA plus intrusifs et plus longs que moi. Donc à chacun appartient sa juste douleur et son voilà, sa juste façon de vivre les choses. Donc moi, je me suis mariée il y a 10 ans maintenant. Hem On a voulu assez rapidement des enfants. Je voulais d'abord avoir mon CDI bien posé, machin, comme, beaucoup, hein, ma vie bien rangée pour, accueillir dans les meilleures conditions un enfant. J'avais quand même autour de moi des exemples de femmes et de couples qui avaient eu des difficultés à avoir des enfants. Donc je n'étais pas étranger à, à ce qu'était la PMA. J'étais pas étranger à ce que pouvait être, une IAC, une FIV. Alors je maîtrisais pas la différence entre une FIV et une FIVIXI, enfin, heu, mais mais voilà, je savais que ça existait, que ça avait existé proche de moi, hem et donc que ça faisait partie du champ des possibles. Voilà, un peu. Et donc avec mon mari, on commence à essayer d'avoir des enfants et puis, bah, on n'y arrive pas. Donc on n'y arrive pas,
Bon, 1 mois, 2 mois, 3 mois, machin, et puis bon, 6 mois, on n'y arrive pas, quoi. Heu, donc je prends rendez-vous avec la gynéco, je fais le bilan, tout ça, puis ma gynéco, de l'époque, bah, qui est toujours ma gynéco, mais me dit: «Bah, pas de problème, s'il faut, on fera une IS et on fera une insémination et puis pas de problème». Puis moi, je suis là: «What? Ouh là là, j'en suis pas là, j'ai pas réfléchi à ça». J'ai envie de vraiment avoir le le droit de la liberté de conscience de me dire: «Est-ce que je veux faire ça ou pas?» Mmh. C'est pas anodin. Et donc voilà, mais le temps passe, on fait, tous les tests qui vont bien et cette infertilité est catégorisée comme, inexpliquée. Donc bah, là, va s'ensuivre, un florilège de remarques, en fait, qui servent à rien et qui font beaucoup de mal, «C'est dans ta tête, repose-toi», «Prends des Qui vacances», qui dit ça? mais en fait, tout le monde, mais pas méchamment. C'est juste que, en fait, je pense que face à ce genre de situation, on sait tellement pas quoi dire Ah bah et oui. on a Mmh. tellement peur du silence, ce qui est vraiment con parce que, en fait, parfois, juste la présence en silence à côté de quelqu'un qui vit une épreuve, c'est bien suffisant. Donc en fait, les gens se sentent un peu obligés de combler et puis on est en mode, on cherche des solutions, quoi. Tu as un problème, on va te chercher la solution. OK, c'est une équation. Toi, mari, pas bébé, OK. Est-ce que toi, mari, bébé, gynéco égale bébé? Non, OK. Est-ce que bon, on va pas te proposer de changer de mari, tu vois? Ça m'a pas été proposé. Mais on m'a proposé de changer de gynéco. Est-ce que tu es sûr que ta gynéco fonctionne bien? Bah, en fait, comment qu'est-ce que j'en sais? Est-ce qu'il existe un ratio du nombre d'enfants qu'elle doit pouvoir est-ce qu'il y a un ranking des gynécos les plus fertiles? Est-ce que c'est de sa responsabilité? Enfin, Ouais, en fait, juste pour dire, c'est très, très important ce que tu viens de pointer. On a enregistré un épisode avec, une spécialiste de la PMA qui sera bientôt diffusée et qui est elle-même concernée par la PMA et donc je te remercie parce que quand je dis que c'est des parcours de warriors, c'est que c'est des parcours de femmes extrêmement courageuses où il y a beaucoup de douleur, même si elle est plus ou moins forte selon les femmes. Mais je trouve quand même que c'est, en tout cas de mon point de vue qui n'a pas été concerné, mais qui connaît des femmes qui le sont, ça reste des parcours quand même, je trouve, extraordinairement difficile de résilience, d'abnégation, de plein de choses, avec une préparation au deuil d'une maternité quand même, qui n'arrivera peut-être jamais, donc c'est pour ça que je disais ça. Mais ce que je voulais te dire, c'est que et ça, il faut vraiment que toutes les femmes qui écoutent notre épisode et nos épisodes l'entendent bien. On en parlait avec Sophie dans l'épisode sur le deuil périnatal, c'est que, à vouloir absolument, réconforter l'autre, trouver une solution pour l'autre. Finalement, en fait, on n'écoute pas sa douleur et on peut avoir des propos vraiment hyper blessants, hyper culpabilisants et l'entourage a vraiment un rôle. Alors tu vas nous dire, j'imagine, bon, connaissant un petit peu que même si c'était douloureux, tu as dû en faire fi, mais comment ça se passe à ce moment-là? Comment toi tu te sens avec, le bilan de ce enfin avec les résultats de ce bilan et toutes ces remarques finalement? non, j'en fais pas du tout fi à l'époque, hein. Je C'est facile a posteriori de penser que ça a été, et tout ça, mais non, non, je vis très, très mal ce parcours de PMA. Hem, j'ai je sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais j'ai ce concours de circonstances qui fait qu'en fait, au moment où moi je vis ce parcours de PMA, ma petite sœur a un très grave accident de voiture et manque de mourir et donc en fait, toute l'attention est concentrée sur elle. Mais vraiment, enfin, genre vraiment, elle est hospitalisée très longtemps, avec un potentiel de circonstances, très graves. Elle va s'en sortir, la petite phrase, c'est la ligne de fin, c'est de dire qu'elle va très bien aujourd'hui, mais qu'elle n'a pas de séquelles de cet accident. Mais moi, en fait, ça va venir cacher ce que je vis, et du coup, ça va me permettre de le vivre, que moi et mon mari. Mais du coup, heu, ça va, peut-être, désensibiliser ou je ne sais pas, un peu mon entourage qui va pas comprendre, en fait, ma réaction à ce moment-là. Enfin, voilà, quand ma sœur commence à aller mieux, moi, je commence à aller moins bien. Mais en fait, c'est parce que ça fait des mois et des mois qu'on traîne ce parcours-là. Sur la douleur qu'est un parcours de PMA, alors pour celles et ceux qui écouteraient ce podcast et qui ne se rendent pas compte peut-être du côté cyclique de la douleur, moi, j'aime bien décomposer juste un mois.
Mmh. Un mois en termes de fertilité et en parcours de PMA, c'est en gros 15 jours de règles. Ensuite, à peu près, enfin, moins, non, c'est pas 15, j'ai une semaine de règles. Ensuite, une semaine de vide. Ensuite, 3 jours ou 5 jours où il faut y aller à mort de manière chronométrée, que tu aies envie, pas envie. Et puis, si tu as la crève, la gastro, les machins, et ben, c'est un mois de moins, une chance de moins. C'est ton calendrier qui se décale d'un mois. Euh, et ensuite, donc, tu as tes genre 5 jours chronométrés. Et puis après, tu as 15 jours d'attente. Et sur ces 15 jours d'attente, après, tu vas avoir un jour où tu dis, je devrais avoir mes règles. Le lendemain où tu dis, je devrais avoir mes règles. Le troisième jour où tu dis, oh, j'avais 2 jours que je devrais avoir mes règles, j'ai pas mes règles. Est-ce que c'est le bon jour? Et puis en fait, en général, en tout cas moi, dans mon cas, c'est le jour où tu te décides à acheter un test de grossesse que tes règles arrivent. Et ça m'a coûté un petit bonbon, un petit billet de test de grossesse. Je pense que je mérite des actions chez eux. Mais c'est vraiment... Et en fait, tu fais ce test qui est négatif. Et du moment où tu fais ce test qui est négatif, le compte à rebours du mois suivant s'enclenche, puisque tes règles commencent. Et donc, c'est le nouveau cycle qui commence. Et donc, c'est reparti pour une semaine de règles, c'est reparti pour une semaine d'attente, c'est reparti pour une semaine de test, c'est reparti pour... Et en fait, c'est incessant. Mais vraiment, c'est incessant. C'est une spirale infernale qui, mais, te noie. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Enfin, c'est genre, tu suffoques complètement dans ce tourbillon. Donc voilà, donc si vous avez des gens qui vivent ça autour de vous, bah, potentiellement, c'est ça qu'ils vivent. Et d'un jour à l'autre dans le mois, bah, c'est très différent, quoi. Donc nous, on va avoir un parcours qui va durer 2 ans d'infertilité. On aura quand même quelques mots positifs qui vont venir se poser. On a le biologiste qui nous dit, voilà, votre bilan de fertilité arrive à une cause inexpliquée. Donc ça, c'est en fait, c'est presque, en fait, je trouve, enfin, non. Il y a pas d'échelle dans la douleur. Pour nous, ça a été terrible, cette inexplication, parce que du coup, il y a rien à traiter dans ce mode un peu, problème-solution. Là, il y a pas de problème, donc il y a pas de solution. Mais du coup, il va venir nous poser ce diagnostic-là et dans la foulée, il nous dit: «Votre infertilité est inexpliquée pour l'instant, aux yeux des connaissances actuelles de la science». Ah ouais, bah, bien Et sûr. ça, mais merci à lui d'avoir posé ces mots-là, parce que en fait, du coup, ça nous permet, quand on sort de ce rendez-vous et que des gens nous disent: «Oh, mais du coup, c'est dans votre tête ou c'est machin». Non, c'est pas dans nos têtes, c'est juste, c'est pas encore compris par la science. Mais ça veut pas dire que ça existe pas. Et puis en fait, c'est pas genre le truc, enfin, le plus maîtrisé au monde, quoi. Enfin, donc, en fait, il y a des mots comme ça. Il y a autant de mots parfois qui font mal que des mots qui font du bien et auxquels c'est hyper important de se raccrocher. Mmh. Et puis, on a les mots de ma cousine qui arrive le jour du mariage de mon frère, où on est en pleine PMA, et elle me dit, alors que je ne lui en ai pas parlé, évidemment, parce que j'en ai pas parlé à tout le monde, que globalement, j'en ai pas parlé à grand monde dans ma famille, mais elle me dit, il faut que tu saches que ce que tu vis, c'est très douloureux, c'est très difficile, mais un jour, tu auras des enfants, et ce jour-là, plus rien de ce que tu as vécu avant ne comptera. Et en fait, ça a été super juste. Ça a été super juste parce que, à part les fois où je vais me remettre à en parler et forcément les larmes viennent, les quelques lignes que j'ai pu écrire sur le sujet pour un peu exorciser et tout ça, en fait, c'est fini, c'est passé. Et ça a eu sa place, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, ça a eu sa place, ça a eu sa juste place au moment où je le vivais. Et au moment où cette étape est passée, et ben c'est fini, je passe à autre chose. Mmh. Et je continue pas à me dire: «Ah mais en fait, c'est, des bébés que j'ai failli pas avoir et cetera». Non, c'est fini, c'est passé. Je passe à autre chose, quoi. Sinon j'avance pas. En tout cas moi. Et ouais, c'est merci pour te ta confiance et bah, ça m'émeut beaucoup, quoi, parce que c'est pour ça, c'est tellement des parcours difficiles et puis tu vas finir par tomber enceinte. Enfin tomber enceinte. Tu vas Et ouais. finir par être enceinte. Bah si, bah je tombe enceinte, la tête à l'envers sur une chaise gynécologique avec la gynéco qui m'injecte, le sérum magique comme elle appelle ça. Ah Mais oui, ah je oui.
Ah oui, oui. Ouais, ouais. Si, si, je tombe enceinte et puis c'est les mêmes mots parce que c'est pas parce que c'est pas arrivé sur un accident ou dans un lit ou je ne sais quoi que ça compte pas pareil, hein. Ah bien sûr. Donc je tombe enceinte, la grossesse se passe globalement bien. Alors moi, à l'époque, c'est un peu le bordel professionnel. J'ai été licenciée, j'ai recommencé un CAP en reconversion. Je tombe enceinte au pire moment, mais sinon, ça compte pas, ça marche pas. Bref, je vais lâcher, professionnellement, je vais tout lâcher. Je vais me retrouver au chômage enceinte de jumeaux. Euh, Oui, non, mais attends, passe pas trop le vite best là-dessus. plan quand même. Non, non, mais passe pas trop vite là-dessus, parce que tu fais tout ton parcours PMA, avant de savoir que tu tombes enceinte, tu te lances dans cette reconversion qui compte pour toi, et tu te retrouves enceinte alors que tu as fait 2 ans de parcours PMA, et du coup, bah, tu laisses tomber ce que tu es en train de faire pour te concentrer sur ta grossesse. Enfin, ça aussi, c'est un... Alors, je faisais des stories hier sur le fait que bah ouais, on peut tout avoir, mais que c'est très dur, que ça demande de gros de sacrifices et que c'est une question de choix. Mais enfin, quand même, c'est un choix que tu prends qui peut-être te semble naturel, mais qui est quand même un gros choix. Enfin, tu vois, c'est pas rien quand même, je trouve, moi, de dire, bah du coup, voilà, allez hop, on met tout de côté et on se concentre sur la grossesse. Parce que, attends, quand même, précise le CAP, parce qu'en fait, il y a aussi les conditions physiques de travail de ton CAP et le fait que tu es enceinte de jumeaux, donc grossesse à risque, en plus dans le cas de PMA. Non mais raconte un peu, parce que sinon on comprend Ouais. pas. Donc, je suis licenciée de l'agence de communication dans laquelle je travaille. Je suis fan de pâtisserie à l'époque. J'ai grandi aux États-Unis. Donc, je me dis, projet de reconversion, j'ai toujours voulu entreprendre. Je vais me lancer dans un salon de thé franco-américain et je vais faire, en gros, des pâtisseries qui ont la gueule des pâtisseries américaines Mm. en européanisant, mais le goût des pâtisseries françaises, donc vachement plus sophistiquées et plus délicates. Et donc, je me lance dans un CAP pâtisserie dans lequel je suis vraiment, je vais le dire, alors je suis restée 1 mois et demi dedans, donc c'est pas trop longtemps, mais je suis hyper heureuse. Je me Bah sens oui. vraiment à ma place en cuisine professionnelle. Je me sens, je crois que c'est pour une, c'est la, enfin, c'est une des rares fois dans ma vie à cette époque-là où je me sens autant à ma place professionnellement. Donc, je suis très heureuse dans ce CAP. Mon business plan, en fait, prend en compte le fait que je suis en parcours de PMA et que je vais avoir un enfant. Donc, en fait, enfin, c'est con, mais je fais un business plan qui me permet de prendre, enfin, qui, les business plans ne se réalisent pas, mais qui, je l'imagine à l'époque, me permet de prendre en charge un enfant, etc. Et donc, je tombe enceinte. Mais en fait, du jour où je suis enceinte, j'ai le retour des tests du laboratoire, puisque par PMA, on ne le découvre pas par un test pipi, hein, on le découvre par une prise de sang. En fait, je regarde le test, les taux sont élevés, et je dis à mon mari, je suis enceinte, c'est des jumeaux et c'est 2 garçons. Et je vais lui dire ça le jour où on voit les tests. Et donc, ça s'est avéré vrai. Bien sûr, lui me dit, mais t'en sais rien, qu'est-ce que tu racontes et tout ça, comme d'hab. Mais ça s'est avéré vrai. Et Ah, effectivement, c'était du ton coup, je me... intuition. Ah oui, oui. Ah non, mais tu vas trop vite. Dire que sur les taux, tu vois que tu es enceinte. Enfin, les taux disent que clairement, a priori, tu es enceinte. Et toi, tu es sûre que c'est des jumeaux et que c'est des garçons. Ouais. Et c'est fou Moi, ça. je dis, c'est des jumeaux, c'est des garçons. Ah, c'est incroyable. Mais comme quand je vais être enceinte de, enfin, du bébé que j'ai perdu, je vais dire, je suis sûre que c'est une fille. Et dans ma tête, aujourd'hui, c'est une fille. Ce qui fait d'ailleurs, si on passe un peu en avance rapide, mais ce qui fait que j'ai pas voulu la nommer, il y a des personnes qui nomment leurs enfants perdus. Moi, j'ai pas voulu la nommer parce qu'en fait, j'avais un nom que je voulais absolument donner à ma fille et je ne voulais pas perdre ce nom. Je voulais pas que rajouter en plus, je sais pas Ah, comment dire, mais oui, oui, le oui. nom, c'est quelque chose et Oui. je voulais pas qu'à chaque fois que j'entende ce nom dans la rue ou dans la vie, ça soit synonyme de douleur. Je voulais pouvoir décider quand je m'accordais cette douleur ou pas. Bon, le nom, sans surprise, du coup, c'est Rose, parce que du coup, maintenant, j'ai une fille que j'appelais Rose. Euh, mais, mais voilà, donc j'ai cette intuition, c'est des garçons. Euh, si on revient sur les jumeaux. Et je fais, et à ce moment-là, je suis en stage boulangerie pendant mon CAP, puisque c'est un CAP en alternance. Et je fais malaise sur malaise. Et donc, je me retrouve assez vite aux urgences qui me disent, bah, vous êtes bien enceinte. Alors, parce que du coup, je suspecte une grossesse extra-utérine. Plutôt le... Non, à l'époque, je ne sais pas ce que c'est, mais le médecin du SAMU suspecte une grossesse extra-utérine puisque j'ai des douleurs. Euh,
je vais aux urgences, les urgences me disent: «Vous êtes bien enceinte, c'est bien intra-utérin, il y en a 2 et ils sont en train de se décrocher. Donc vous avez le choix, soit, vous continuez ce que vous faites et vous prenez le risque de les perdre, soit vous arrêtez et vous mettez en repos et puis voilà». Donc Alors excuse-moi, hein, tu te rends ouais, compte quand même que tu avais résumé tout ça en 4 secondes? C'est quand même pas rien, c'est que non mais je suis désolée, la femme, parce que physiquement elle porte l'enfant, là, toi, ça te met dans une situation de: «J'attends ces enfants depuis toujours, ils sont là, je risque de les perdre si je continue de faire ce qui me rend heureuse». Tu vas prendre ta décision, mais ce que je veux dire, c'est que ça, rien que ça déjà, c'est une sacrée résilience et c'est quelque chose que ne vivront jamais des hommes. En tout cas, pas comme ça, tu vois? Avec cette responsabilité physique. Je trouve que ça, c'est quand même déjà quelque chose. ouais, mais parce que pour moi, en fait, à ce moment-là, c'est pas, tellement un sujet. Moi, je crois qu'on peut, en tout cas, je ne sais pas si on peut tout avoir, mais je crois qu'on peut avoir beaucoup à condition qu'on s'accorde, ou qu'on soit serein sur le fait qu'on ne peut pas avoir tout en même temps. Ouais, ouais, Moi, je crois qu'on peut tout avoir, mais pas tout en même temps. Donc je dis pas que j'aurais jamais été TAP pâtisserie. Je dis que c'était pas une bonne idée d'essayer de l'avoir en même temps que je portais mes jumeaux. bien sûr. Hem Mais il faut et quand même, toi tu arrives à aligner tes émotions et ton rationnel, mais tu peux très bien rationnellement avoir compris et avoir pris une décision que tu as du mal à vivre. Tu vois ce que je veux dire? ouais et en même temps, bah, j'ai pas fait mon CAP pâtissier, mais ça m'a ouvert une sorte de boulevard où tout d'un coup, bah, j'étais à l'entière disponibilité, enfin pas l'entière disponibilité, mais j'étais très disponible pour tous les gens qui en avaient besoin autour de moi et moi, ça me nourrissait. Et je vois ta tête, mais en fait, moi, ça me faisait du bien de me dire: «Ah bah, si une copine a besoin, je peux être là pour elle. Ah bah, si une copine a besoin, je peux lui garder son gamin. Ah bah, si, je sais pas, quelqu'un a besoin que je fasse une course, ah bah, je peux le faire», en fait. Et du coup, je suis maître de mon temps et à ce moment-là, en fait, je vais découvrir ce qui va devenir ma vie, c'est-à-dire, d'être à mon compte, et cetera. J'entreprends pas à ce moment-là, j'ai lâché le projet, mais je deviens entrepreneuse de ma vie. Je crois en fait, c'est peut-être ça le lien. C'est que moi, je décide, pas ce qui m'arrive, mais je décide ce que je fais de ce qui m'arrive. En fait, je peux pas, décider d'accoucher par voie basse ou par voie haute. Je peux pas décider de tomber enceinte. Je ne peux que décider de mettre les moyens en œuvre pour y arriver. Ça m'appartient. Mais le résultat ne m'appartient pas toujours et je crois qu'il faut être à sa juste place, de ne pas chercher à maîtriser tous les résultats parce que ça peut que apporter, Oui. bah, de La déception? l'insatisfaction, de la Ouais, souffrance, de la frustration, et de la colère envers soi qui est pas légitime. En fait, ouais, hyper on juste. n'est pas en capacité de maîtriser tout ce qui nous arrive. Ouais, c'est hyper juste. Et j'imagine que du coup, ce mindset que tu es en train de te créer, ça va t'aider pour la suite parce que donc tes jumeaux, donc tu as comment s'est passé ta grossesse, ton accouchement? Globalement, d'un point de vue bilan médical, très bien. Alors, tu vas trouver que je vais vite, mais bon, a posteriori, en fait, j'ai quand même, vécu des violences gynécologiques pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement, le gynécologue, fait une comment on appelle ça? Attends, j'ai même oublié le terme tellement ça me passe au-dessus. Une expression abdominale, Qui, c'est je ça? le rappelle, est interdit par la loi. Voilà. Donc en fait, il appuie de tout son corps sur mon ventre pour faire sortir le deuxième bébé que j'ai même pas eu le temps de pousser pour le faire sortir et là, quand même, je trouve ça un peu bizarre, tu vois? Je me dis: «C'est quand même bizarre, ça va. Bon, OK, j'ai les jambes écartées, il y a 10 personnes devant moi, je suis en train, de pousser mais bon, là, ça va, je viens d'en sortir un en 3 poussées ou 2 poussées. Il peut peut-être attendre. Il peut peut-être me laisser, genre, faire 2 poussées pour voir si le deuxième descend». Je vois, en fait, après, en racontant à une très bonne amie qui est la marraine d'un de mes fils, hem, d'ailleurs la marraine du deuxième, que et qui est sage-femme, pardon, qui est sage-femme. Je vois en lui racontant qu'elle me fait: «Mmh». Mmh. Je vois en en parlant après à ma gynéco de ville qu'elle me fait: «Mmh». Et je Ouais. vois beaucoup de gros yeux autour de moi. Je vais pas y prêter très attention et plus tard, je découvrirai ce qu'est une expression abdominale, les dangers qui encourent derrière, et cetera et donc là, je me dis: «Ah OK». Mais c'est pareil, c'est a posteriori et en fait, du coup, a posteriori, j'ai 2 choix, comme pour, le meuble, comme pour tout ça. Soit je m'effondre, me mets en colère et tout ça, soit, bah,
OK, moi, j'ai pas eu ces conséquences-là. C'est inacceptable que ça existe encore, mais en fait, je me sens pas concernée. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, quelque part, psychiquement, ça t'a protégé parce que du coup, tu t'es, entre guillemets, vu que t'as pas eu de séquelles immédiats, tu t'es pas pris la tête avec ça dans ton postpartum immédiat et c'est tant mieux parce que franchement, merci quoi. Tout à fait. En fait, mais ton expression est bonne. Je crois que moi, ma façon de fonctionner dans le fait de prendre une décision et de passer à autre chose, c'est une façon de me protéger psychiquement. Ça veut pas dire que je vis pas les choses. Ça veut dire que j'ai pas besoin pas besoin de leur laisser plus que nécessaire de place. Sinon, enfin, sinon on peut tout le temps pleurer en fait, hein. On peut passer une journée entière à pleurer. Il y a matière. Enfin, regarde les infos, Ouais, non, mais c'est sûr. franchement. Ouais, c'est sûr. Et du coup, Mais sinon, comment... accouchement qui se passe très bien. Voilà. Les suites de couches, c'est des jumeaux, donc c'est compliqué. Mais d'un point de vue clinique, tout va bien. Mais c'est pareil, moi, je savais pas ce qu'étaient les suites de couches. Je ne connaissais pas le terme. Je savais pas ce qu'était la dépression du postpartum. J'avais entendu le baby blues. J'ai entendu parler du baby blues, ce qui fait que quand je pleurais, genre 2 jours après mon accouchement, je disais à mon mari, mais c'est pas que le baby blues, ça va passer. Et voilà, j'essaie de rationaliser comme ça pour me raccrocher aux branches. Et puis, bah, les jumeaux, c'est très difficile. J'ai la chance d'avoir mon mari à mes côtés pendant 4 mois pour s'occuper avec moi des enfants. Mais après, il reprend le boulot, évidemment. Et donc, moi, je vais faire une dépression, en fait, qui va durer. En fait, je sais pas bien. J'ai jamais, tu vois, jamais cherché à la quantifier, tout ça, mais en gros, 1 an à peu près. Et tu te l'as fait Jusqu'à. diagnostiquer ou c'est un autodiagnostic a Non, posteriori? non, non, c'est un autodiagnostic parce que dans ma façon de voir les choses et de penser, aller voir un psy pour payer une consulte, pour qu'il te dise: «Oui, vous n'allez pas bien madame», heu, ça m'aurait pas aidé. Alors peut-être que si, peut-être que poser les mots par un spécialiste, ça m'aurait aidé, mais à ce moment-là, moi, je savais en fait, je voulais pas tomber dans le dramatique, quoi. Donc heu, donc je savais que je tenais et que ça allait pas, mais que ça tenait. C'était pas, dramatique. Ouais. Et comment, à quel moment tu te dis, parce que du coup, je voulais te poser la question, c'est à quel moment tu te dis, tiens, j'en suis sortie, et tiens, est-ce qu'on ferait pas un autre enfant? Parce qu'en fait, tu vois, est-ce que ça s'est passé comme ça déjà? Parce que tu as fait un parcours PMA pour ton deuxième enfant, enfin ta deuxième grossesse, pardon. Tu pas fait un parcours PMA? Si. Non, j'ai pas non, 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 pas tout à fait. Alors, je Non, mais ce me que je dis veux pas dire, de c'est que temps c'est en une temps décision. ouais, Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment oui, donné, tu as quand même pris la décision d'aller vers une deuxième grossesse. C'est ça que je veux dire. oui, mais en fait, parce qu'à l'époque, je sais pas que je fais une dépression. Ah voilà, voilà, Je tu es sais que encore je vais pas dedans. bien, Oui, d'accord. mais pas tout à fait, même en étant sortie. Je sais pas parce que j'ai pas pris le temps de me poser, parce que j'ai pas vu l'intérêt, de me poser devant un miroir, en me disant, «Comment ça va? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu as vécu ces derniers mois?» À l'époque, ça me et encore aujourd'hui, voilà, j'ai posé le mot, je sais que j'ai fait une dépression, mais en fait, tout ça, ça va venir beaucoup plus tard. D'abord, ce troisième enfant, on le veut parce que, parce qu'on s'imagine pas s'arrêter à 2, qu'à l'époque, on en voulait 5 avant d'avoir, les problèmes de PMA, et que j'ai vécu une maternité particulière en ayant 2 d'un coup et que je veux découvrir ce que c'est que d'avoir un seul enfant à la fois. Et ce lien. Donc nous, on va se relancer dans essayer d'avoir un enfant. En fait, je vais tomber enceinte naturellement, au bout de, je sais plus, un je sais plus, c'est 6 mois ou 1 an? 6 mois peut-être, je sais plus. Et en fait, c'est très bizarre, mais je vais pas me réjouir de cette grossesse. Dire que je me rappelle très bien, je découvre que je suis enceinte, j'appelle une copine et je lui dis: «Bah, je suis enceinte, qu'est-ce que je dois faire de cette information?» Alors qu'on essayait d'avoir des gamins, tu vois? C'est très bizarre quand même. Et cette copine va me dire, ben alors je sais qui j'appelle, hein, j'appelle pas n'importe quelle copine. Et et cette copine va avoir, comme toujours les mots justes et me dire: «Bah, ça dépend Céline, comment toi tu as envie de te sentir?» Elle va ni en fait m'encourager en me disant: «C'est génial», ni m'encourager: «Bah, dis donc tu pas l'air heureuse donc faut penser au pire». Elle va juste m'aider à me guider et en fait, hem, je pressens que je suis enceinte d'un bébé fille, mais je pressens aussi qu'il y a pas qu'il y a quelque chose qui va pas, mais
mais voilà, c'est pas, je sais pas, c'est bizarre. Et donc, en fait, je vais perdre le bébé, euh, en gros, 1 mois et demi après être tombée enceinte. Et pour le coup, très dramatique, euh, je vais faire ma fausse couche, c'est-à-dire que je vais évacuer l'enfant, euh, à la maison, seule devant mes enfants. C'est-à-dire que je me vide de mon sang, euh, et je me vide de cet amas de sang, toute seule à la maison, alors que je garde mes fils, que mon mari est, très loin, mais genre pas là. Tu vois, il est peut-être au fond du jardin, mais il n'est pas, là-haut au premier étage avec nous. Et je vais pousser un cri, mais un hurlement un déchirement du cœur, des entrailles, enfin de tout ce qu'on peut imaginer devant mes fils. Et en fait, ça c'est le pire, tu vois. Ça, c'est le truc qui va me marquer. C'est qu'après, pendant des mois, un de mes fils va me dire, je veux retourner dans ton ventre, je veux retourner dans ton ventre. Et à l'époque, ils ont 3 ans et demi, je crois, ou 3 ans. Ou un peu moins de 3 ans, je sais plus. Et en fait, je vais leur exprimer, bah, maman, elle avait un bébé qu'elle n'a plus et ça la rend triste. Pas plus que ça, juste ça. Mais ils ont vécu ça. Et en fait, si tu veux, bah, si eux doivent faire le podcast Modern Woman, a priori, c'est pas des women, on verra plus tard. Mais a priori, c'est pas les women. Mais si eux, ils doivent faire un podcast plus tard sur les cicatrices, bah, eux, une de leurs premières cicatrices, c'est à 3 ans et c'est une cicatrice psychique dont ils se rendent pas compte, mais qui est pas dramatisée au quotidien non plus, parce que voilà, c'est une page de l'histoire. J'ai pas nié que ça m'est arrivé, mais je n'ai pas non plus nié que ça leur est arrivé. Et en même temps, je me suis accordé le temps pour aller pas bien. euh, et puis je passe à autre chose. Et puis à chaque fois que je leur parle, je pleure parce que je pense que c'est une blessure dont on guérit difficilement dans sa vie. Euh, et on voit des articles de femmes qui, à 90 ans, cherchent encore la reconnaissance de l'État pour leur bébé mort-né et tout ça. Mais moi, à ce moment-là, euh, je le vis, je le vis mal, et puis je passe à autre chose. Parce que bah, il faut se relancer, parce que j'ai décidé que ce bébé perdu ne serait pas notre dernière rencontre avec la parentalité. Et donc, on va se relancer dans des essais bébés. On va se relancer dans un parcours de PMA. Et en fait, c'est juste en démarrant le parcours de PMA que je retombe enceinte naturellement. euh, à l'époque, j'étais sous traitement et avec un traitement avec écrit sur la boîte, ne pas prendre si vous êtes enceinte, risque de malformation grave. Super. Donc, je vais me rajouter une petite cicatrice, hein, et pendant 3 mois, je vais me dire, bah, en fait, est-ce que mon bébé a une malformation grave? Est-ce que mon bébé va survivre? Tout ça pour qu'en fait ma fille aille très très bien aujourd'hui. Euh, mais voilà, c'est comment on arrive. Ah là là, je suis à la fois, avec des frissons et en apnée. La société minimise beaucoup ces parcours et est-ce que tu as pu, toi, parler à ton entourage du fait que tu avais est-ce que tu avais dit que tu étais enceinte au-delà de ton amie? Et est-ce que parce qu'1 mois et demi, c'est ça, 1 mois et demi, donc tu avais pas est-ce que tu avais annoncé ta grossesse? Et comment s'est comporté ton entourage du fait de, bah, de la perte de ce bébé et puis du fait en plus que tes fils étaient là, donc quelque part, un chagrin familial quelque part? Comment ça s'est passé? Alors, merci de me poser la question parce que en fait, c'est un truc qui me tient vachement à cœur. Donc, il se trouve que moi, je suis tombée enceinte, en plein été et que donc tout le monde était en vacances à droite et à gauche et donc je l'avais pas annoncé parce que je l'avais pas annoncé par téléphone que j'étais enceinte. Et puis que il y avait un truc bizarre où je savais pas si je devais être heureuse de cette grossesse ou pas. Donc, même si elle était voulue, c'est très bizarre, mais voilà, c'était ça. Mais donc, en fait, moi, mes proches ont appris la fausse couche en même temps, enfin la perte du bébé en même temps qu'ils ont appris la grossesse. Donc, ils n'ont pas vécu cette perte avec moi. Et si je peux encourager toutes les femmes qui ressentent le besoin d'exprimer avant les fameux 3 mois qu'elles sont enceintes, et ben en faites-le. En fait, n'écoutez que ce que vous avez envie. Vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'en parlez pas. Vous avez envie d'en parler, vous avez le doute, vous avez envie d'en parler à une personne, peu importe, faites-le. Parce qu'en vrai, le jour où il se passe un drame, eh bien, le pire, c'est pas de devoir dire aux gens. Le pire, c'est le drame.
Et finalement, d'avoir des gens qui vivent cette douleur avec vous parce qu'elles ont su qu'avant c'était, enfin, elles ont vécu la joie avec vous et du coup elles vivent la douleur avec vous. Euh, En fait, on parle jamais de ça, mais c'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique. Ça veut pas dire que il n'y a pas des paroles maladroites. Ça veut pas dire que tout ça. Mais moi, j'ai trouvé que le fait que les gens ne le sachent pas autour de moi, ça avait été un facteur aggravant. Donc, Surtout voilà. que t'allais déjà pas hyper bien. Comment? Sachant que t'étais déjà dans une phase où t'allais pas hyper bien, donc t'aurais eu besoin de tout le soutien nécessaire. Oui, bah oui, oui, je venais de perdre un bébé, j'avais pas. Non, 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 Ça, c'est avant, pas- non, non, dans ton contexte. Oui, mais non, c'était, j'en étais sortie en fait. J'en D'accord, étais sortie. Mais d'accord. pour revenir à ta question initiale, en fait, quand est-ce que je me suis rendu compte que j'étais sortie de la dépression du postpartum? Je m'en suis pas rendu compte, il n'y a pas eu un déclic. Je me suis rendu compte que j'avais fait une dépression du postpartum le jour où j'ai accouché de ma fille et que j'ai vu ma fille et que je me suis dit, ah, mais en fait, souffrir quand on est mère, c'est pas normal. En fait, moi, je veux pas que ce soit sa norme à elle. Donc, ça veut dire que ça peut pas être ma norme à moi. Et donc, c'est seulement quand j'ai eu ma fille que je me suis rendu compte de ce qui s'était passé, Mais de ce que après, j'avais vécu. on va un peu loin, mais peut-être aussi parce que cette grossesse, cet accouchement, cet enfant-là, ça venait apporter quelque chose à ta vie qui te manquait et répondre à mettre une joie en face d'un chagrin, j'en sais rien, mais qui fait que tu prends d'un coup un énorme recul sur tous ces mois et tu vois, ou années précédentes. Euh, Tu sais, les déclics qu'on a au moment d'avoir nos enfants, quel que soit le déclic, c'est très commun. Et je pense que c'est pas pour Ouais. rien, parce qu'il se passe vraiment des choses dans notre cerveau. Tu sais que notre cerveau, il est modifié par la maternité, par le fait de porter les enfants, de s'en occuper, etc. Et, euh, et je pense que c'est pas Moi, anodin. je crois qu'il y a eu un truc particulier qui est, euh, moi, ma fille de la même manière que j'élève mes garçons. J'ai élevé mes garçons de la même manière que j'élève ma fille. Mais le jour où j'ai eu ma fille, je me suis dit, ma fille, ce sera pas un mâle blanc de 50 ans dans la société. Hmm, Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de la transmission mère-fille qui est différente de la transmission mère-fils. Parce que quand tu et pourtant, à l'époque, je suis pas du tout engagée dans le féminisme. D'ailleurs, je peux pas dire que je suis particulièrement aujourd'hui, mais même si je me considère féministe, je suis pas engagée. Enfin bref, peu importe. Mais euh, Non, mais pour l'égalité, t'es pour l'égalité, je- l'équité, en quoi, fait, pour en moi, c'est un société. non-sujet. Bien Je le sûr, suis oui, voilà. évidemment. Ouais. Euh, mais le jour où j'ai ma fille, là, je me dis, ah ouais, euh, ça va pas tout à fait être aussi rose que pour mes fils. Euh, et donc, pour moi, à ce moment-là, il y a un truc ok, bah, si je veux qu'elle ait les mêmes chances que mes fils, alors ça va me demander un effort supplémentaire de lui montrer les capacités qu'elle a et de lui montrer comment dépasser les freins que la société peut nous mettre pour les dépasser. Hmm. Et donc ta fille a quel âge maintenant? Elle a 2 ans et demi. Ah oui, comme ma fille. Donc en fait, bon, c'est assez récent quand même encore. Euh, du coup, pour terminer un peu le podcast, avant que je te pose des questions de fin, comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu vois tout ce parcours personnel dont tu nous as parlé aujourd'hui? Euh, Je les vois, comme je disais un peu tout à l'heure, je vois ces épreuves comme des pages dans mon livre, mais pas des chapitres. C'est des pages. Alors, il y a des... bon, peut-être qu'à PMA, c'est peut-être un peu plus un chapitre qu'une page, mais c'est des moments dans mon histoire qui ne sont que ça, que des moments. Et dans mon histoire, il y a plein d'autres moments. Et j'essaye de d'aligner pour que ça prenne la même place. hmm, Euh, Ça veut pas dire que mon quotidien est rose ni merveilleux ou que je suis une Insta-mom, mais en toute simplicité, je vis les épreuves comme tout le monde, sans que ce soit dramatique et sans que je sois une super femme. Je suis ouais. juste normale, quoi. Ouais, mais justement, cette façon-là de voir les choses, ben, ça peut être l'objet d'une masterclass carrément, mais euh, en fait, c'est tellement personnel, notre façon de le vivre, qu'il y en a qui ne vont se sauver
qu'en étant des super nanas. Et d'autres Ouais, qui ne vont se sauver que en rentrant dans le pathos parce que c'est là que leurs proches vont s'occuper d'eux. Enfin, tu vois, c'est hyper personnel. Ça dépend vraiment oui, des histoires de chacun. oui. Et c'est en ça que ce podcast, il est aussi intéressant. C'est qu'en fait, chacune vit les choses à sa manière et apporte à Ouais. tous ceux qui peuvent l'écouter peut-être une nouvelle façon de vivre les choses. Parce qu'en plus, pour ce qui est de la maternité, bah, chaque grossesse étant différente, chaque vécu personnel de chaque grossesse est différent. Donc, en fait, on est face à des nouveautés tout le temps. Et c'est bien de se nourrir, en fait, de ces différences. Hem, petite question quand même avant que je te pose des dernières questions. Heu, est-ce que tu es fière de toi aujourd'hui? De toute ta manière d'avoir vécu tout ça, de comment tu es devenue entrepreneur de ta vie, comme tu as dit? Hem, c'est important quand même. Ouais, tu me poses une colle. Est-ce que je suis fière de moi? J'ai pas honte de moi. Je suis pas fière de moi. Je suis entre les deux. Je suis fière de certaines choses que je fais. En fait, il y a pas d'absolu avec moi. C'est-à-dire que j'ai honte de certaines choses que je fais, je suis fière de certaines choses que je fais, mais la somme, c'est un truc, qui fait que globalement, ça se passe bien, quoi. La team, pas mal, quoi. Voilà, hein, ça va, quoi, je écoute, j'ai une belle famille, j'ai un job dans lequel je me sens bien. Comme tout entrepreneur, je suis inquiète, pour ma boîte, H24. Comme toute maman, je suis inquiète pour mes gosses H24. Mais bon, devant moi, tout se passe bien, donc j'ai que des raisons d'être contente, quoi. Ouais. Alors, les questions de fin, tu sais, c'est est-ce que, quel est le message que tu voudrais faire passer aux femmes qui vivraient des choses similaires à ce que tu as pu vivre? En tout cas, voilà, quel message, si tu devais donner un message, suite à ton épisode, ce serait quoi? Eh ben, c'est accordez-vous, le droit de mettre, à la même hauteur dans vos vies vos réussites et vos joies que vos peines et vos difficultés. Heu dans la cicatrice, en fait, il y a autant la plaie passée que, La marque? la vie qui reprend, en Mmh, fait, et je trouve que c'est hyper important de voir, cette vie qui reprend. OK. Non, mais hyper important et d'où le symbole de la marque, en fait, puisque la marque, c'est que c'est Ouais, cicatrisé, donc c'est que c'est la vie continue. Ouais, ouais. absolument. Quels sont tes 3 conseils clés, pour le coup, un peu factuels? Alors moi, j'ai quand même noté le fait quand il y a un gros, souci physique, c'est d'essayer d'aller demander de l'aide et de pas essayer de tout seul appeler les secours. Enfin, c'est hyper factuel, mais je trouve que c'est hyper smart, d'avoir été chercher de l'aide, de tes voisins, tu vois? Ça, c'est un truc hyper concret, mais je trouve que c'est assez intéressant de se dire, encore une fois, je vais pas tout faire seule, enfin, d'aller chercher de l'aide à côté et de l'aide tout court. Mais est-ce que tu as, voilà, 2 ou 3 conseils, sur, voilà, à donner, je sais pas, aux femmes qui sont en parcours PMA ou voilà, qui Alors perdent un 1er bébé? conseil v alors 1er conseil, vérifiez vos meubles. Bon, ça a rien à voir avec la PMA, vérifiez vos meubles. Il y en a vraiment beaucoup à qui ça arrive. Il y en a eu genre, 3 dans mon entourage à la suite de moi. Donc Avec une tirez sur vos cuisine? meubles pour voir. Ouais, Ou ah oui, d'accord, ouais. OK. Donc, vérifiez que vos chevilles, se sont bien déployées dans le placo. Donc, vérifiez vos meubles. Deuxième conseil, effectivement, vous vous blessez, vous avez mal, vous appelez un professionnel. Vous n'êtes pas professionnel, vous ne savez pas comment ça peut dégénérer, appelez de l'aide. Et pas appeler les pompiers vous-même, mais demandez à quelqu'un d'appeler pour vous. Et troisième conseil, dormez. Accordez-vous le temps de vous en remettre. Aussi court ou long soit-il, accordez-vous le temps physiquement de vous en remettre. Et dormez, le sommeil, ça sert à réparer. Mmh. Ah, je dis ça à mes enfants, hein, très souvent. Tu guéris pendant ton sommeil. Non, mais je leur dis quand ils se blessent ou quoi, tu vois, je leur Ouais, dis, «Mais si, il faut aller dormir parce que tu sais, le sommeil, ça guérit». ouais. Moi, je leur dis: «Tu sais, c'est une bêtise de dormir. Maman et papa, ils aiment pas quand tu dors, mais du coup, il faut dormir». Je faisais ça pendant le covid. Non, merci Célina pour cet épisode qui était, bah, hyper intéressant et merci pour ta confiance, d'avoir partagé tout ça. Hem, merci pour ces émotions partagées et je pense que c'est ce soutien entre femmes aussi en fait, finalement, toutes ces choses qu'on se raconte pas forcément qui font aussi qu'on va vers une société plus équitable, parce qu'il y a pas que des femmes qui nous écoutent. Hem
Donc merci mille fois. Donc on va mettre en ressources, ah oui si pardon avant du coup en ressources oui. Est-ce que tu as des ressources spécifiques par rapport à tout ce que tu as vécu qui t'ont aidé particulièrement, que tu voudrais citer? Livres, films, podcasts, groupes, associations, enfin j'en sais rien. Hem, voilà, Bah, moi, je suis croyante, donc moi, la foi et la prière a une place dans ma guérison. ouais. Mais au-delà de ça, je dirais que moi, la ressource, c'est plutôt le fait de s'en remettre à quelque chose qui nous dépasse. Mmh. C'est dire qu'on maîtrise pas et de dire, «Allez, je remets aux mains de pas de l'invisible, de la nature, de vous appelez ça comme vous voulez, mais en fait, la ressource, vous l'avez en vous, mais c'est le lâcher prise, quoi. C'est pas Ouais. une ressource, c'est pas un livre, c'est pas Mmh. non, c'est ça, quoi. D'accord. Et donc pour le coup quand même en ressources on mettra, ta Ouais. campagne. Bonne Su chance pour trouver un lien pour mettre ça en ressources. bah si, pourquoi? Bah si, c'est le lien Ulule. Ah d'accord, ah oui, pardon, j'avais pas compris. Ah oui, Pour qu'on puisse cliquer pour commander les jeux, parce ouais, que, bah, ça fait partie de la résilience aussi d'aller mettre de la joie, d'aller mettre, de la distance. C'est bête, hein, mais, je pense qu'en lisant certaines remarques et en se disant: «Tiens» parce que le but c'est quand même, du coup, qu'est-ce que tu réponds? Mais en fait, le fait de se poser cette question, c'est de se dire: «Ah mais en fait, j'en ai reçu un paquet des remarques comme ça, en fait». ouais, Donc, le jeu, il est là pour divertir, mais je trouve qu'il permet aussi de faire un travail sur soi et franchement bravo pour ça. Donc ça, c'était pour le premier jeu, mais pour le second jeu, c'est créer du lien avec son partenaire. Hyper important, dans ces sujets de cicatrices physiques ou émotionnelles, ce qui revient toujours, ouais, bah, c'est comment entretenir le lien avec son conjoint ou sa conjointe, hein, quand même, hein. On a des ouais. partenaires de vie et ils comprennent pas toujours ce qu'on vit. Faites-leur écouter nos épisodes et donc merci pour ça. Si on veut te contacter, on te contacte sur par quel moyen tu préfères qu'on te contacte? Pigeon voyageur? Non, alors on peut me contacter par mail à celina@latribucafécouche.com, café et couche avec des K tout attaché. On peut me contacter, par, formulaire de LinkedIn? contact sur le site, La Ouais. Tribu Café Couche, par LinkedIn of course. On peut me contacter alors LinkedIn, c'est Célina Butin-Écart, c'est plus long. On peut me contacter par Insta en MP parce que comme j'ai pas beaucoup de followers, bah, du coup, je lis mes messages. Donc allez-y, voilà, vous pouvez me contacter, là où vous me trouvez, vous me contactez, ça marchera bien. OK, bah, super. Merci Célina pour cet épisode. Merci Merci pour Audrey ta pour cette confiance. invitation. Je t'embrasse, à très vite. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Partagez-le autour de vous, ça aidera sûrement une femme qui est soit au parcours PMA, qui a peut-être perdu un enfant et vous ne le savez pas, ou bien qui est entrepreneur, ou bien qui a des jumeaux. Voilà, en tout cas, le parcours de Célina est très riche et j'espère qu'il pourra aider beaucoup de femmes autour de vous. Je compte sur vous aussi pour nous mettre un petit message, commentaire sur votre plateforme d'écoute des étoiles, parce que le podcast aujourd'hui est une activité 100% bénévole, faite sur le temps libre que j'ai, et donc ça m'aiderait beaucoup. Je pense que par les temps qui courent, il est absolument nécessaire que les femmes s'écoutent entre elles, se soutiennent et qu'on parle surtout de ces sujets de manière publique. Merci pour votre écoute et votre fidélité et à très vite.